Eh bien bonjour à toutes et à tous. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir sur UPR TV un nouvel intervenant dans le cadre des rencontres que l'on fait avec un certain nombre de responsables politiques, d'essayistes, d'analystes venus de différents endroits de l'échiquier politique, qui ne sont pas forcément d'ailleurs favorables à toute ou partie de nos analyses, mais qui trouvent que c'est bien qu'on fasse du débat, comme on devrait le faire en démocratie. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Del Val. Bonjour. Alors on dit Del Val ou Del Valle? Au choix, suivant qu'on soit en France ou en Italie ou en Espagne. En France, on dit plutôt Del Val. Alors. Voilà, soyons français, Del Val, absolument. C'est pas votre vrai nom d'ailleurs? Absolument. Mon vrai nom est Danna, Marco Danna, d'origine sicilienne, mais quand j'étais fonctionnaire, vous l'avez été aussi, et je suis passé par le SGDN, je n'avais pas le droit d'utiliser mon vrai nom. Voilà, ça enlève toutes les rumeurs comme quoi je cacherais des origines séfarades, je sais pas quoi, tous les complotistes qui disent, parce qu'il y a un nom qui ressemble chez les séfarades. Voilà, ça enlève ça balaye tout ça. C'était tout simplement parce que quand on fonctionnaire, on doit choisir un nom. Puis en général, on prend celui de sa mère. Et on le garde toute sa vie. C'est le nom de votre mère, Del Val. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de mystère ou de quoi que ce soit. Alors moi, je vous ai connu sans vous connaître. J'avais trouvé à la FNAC votre livre sur islamisme et États-Unis. Mon premier livre, Matrice. Que j'avais trouvé, j'avais feuilleté à la FNAC. Je me dis, je vais quand même acheter parce que moi, j'aime bien les esprits un peu indépendants et libres. Oui. Et je me dis, tiens, c'est quand même original. C'est quand même une pensée qui montrait... Il y a longtemps, tout d'ailleurs ne s'est pas forcément révélé parfaitement exact, mais il y avait quand même des idées, des intuitions fondamentales sur le fait que les États-Unis et l'islamisme n'étaient pas forcément aussi ennemis qu'on pouvait le penser. Et ça, c'était vraiment... J'avais vraiment beaucoup apprécié ça. J'en suis d'autant plus ravi que vous connaissez le préfacier, le grand général gallois, qui avait écrit un petit opuscule, « Le soleil d'Allah aveugle l'Occident », pour répondre à Sigrid Unke, qui avait écrit le contraire. Et il montrait cette instrumentalisation de l'islamisme radical par les anglo-saxons en général. Et j'avais fait une thèse là-dessus. Je vais voir Gallois, il me dit, écoutez, et Lacoste, avec qui j'avais commencé ma thèse, m'a dit pareil, faites-en un livre. C'est un travail de salubrité publique. C'est comme ça que j'ai trouvé mon premier éditeur. Le général Gallois a dit, j'ai donné l'ordre à Dimitrievitch et les éditions L'Âge d'Homme de publier cet ouvrage. Ah, c'est comme ça que ça s'est Donc passé. j'étais très honoré, parce que moi, petit origine marseillaise, j'arrive à Paris, et le grand général Gallois, mon idole, un point de vue géopolitique, donne l'ordre de me publier. Moi, effectivement, que vous appréciez et connaissiez. Un homme assez extraordinaire, avec des talents tout à fait insoupçonnés. Absolument. Et l'histoire de Syrie, très rapidement, récemment, montre que cette thèse a pu être démentie en 2001, mais elle reste toujours valable. Oui. En Syrie, en Libye, l'Occident a continué à utiliser des djihadistes contre des nationalistes arabes. Tout à fait. Mais lorsque j'étais candidat en 2017 à la présidentielle, qu'il y a eu un débat, j'avais dit à Macron, justement, que derrière les Daesh, etc., en fait, c'était l'Occident. Absolument. Il m'avait dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, m'avait-il dit, parce qu'il était encore... De toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Bon, enfin bref, c'est de la vieille histoire. Ça, c'est lui. Alors, d'abord, dites-nous un petit peu qui vous êtes rapidement. Vous avez commencé à le dire, donc vous êtes d'origine sicilienne. Par mon père. Par votre père. Vous êtes après Marseille. Et puis, alors, donc, vous faites quoi comme études? Alors, j'étudie à Aix-en-Provence, comme tous ceux qui habitent à Marseille, Sciences Po Aix. J'ai pas fait Sciences Po Paris. Après Sciences Po Aix, je fais la prépa ENA à Sciences Po Paris. Enfin, il y avait une équivalence, etc. Un petit concours. Après, je suis le DEA de Gilles Kepel sur la réislamisation. Très intéressant. Donc, et j'avais suivi les études, les cours de son maître, Bruno Etienne, le grand Bruno Etienne, qui était un des spécialistes du monde arabe à Aix-en-Provence, qui était conseiller de Mitterrand. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres comme ces deux-là. Même si je me suis un petit peu disputé avec eux, parce que nous n'étions pas d'accord par la suite. Ensuite, j'ai voulu faire une carrière dans le renseignement, mais je n'ai pas été pris au concours de la DGSE. Il y avait un concours, en fait, qu'on ne connaît pas, mais c'est le concours du ministère de la Défense, c'est un concours DGSE. Et finalement, comme c'était quand même la géopolitique qui m'avait orienté vers ce choix, je suis devenu fonctionnaire. Je suis passé par le secrétariat général à la Défense nationale, en stage de titularisation. Et ensuite, j'étais à la tête des relations internationales de la région Île-de-France. Et à ce titre, on a eu des jumelages, des coopérations avec pas mal de régions, dont la région de l'oblast de Moscou et aussi l'oblast de Krasnoïarsk. Donc c'est dans ces années 90 que j'ai un peu connu le monde russe, mais en même temps, ma spécialité, c'était l'islamisme. Et j'ai toujours écrit sur ces deux mondes. Et j'ai toujours montré les liens pour me présenter, ça suffit. Je m'intéresse à la géopolitique, mais j'ai toujours
ma spécialité, c'était un petit peu l'islamisme radical, mais jamais en parlant que de l'islamisme radical. Comment l'islamisme radical a pu être instrumentalisé par des logiques de grande géopolitique et de grandes stratégies, pour reprendre Luttwak, et notamment les anglo-saxons, les États-Unis. À chaque fois qu'on parle de l'islamisme, il y a une guéguerre entre Occident et Russe, ou Occident et Union soviétique, ou Occident et pays liés à l'Union soviétique. C'est valable pour la Serbie, pour la Libye, pour la Syrie. C'est presque une matrice, ou plutôt un paradigme, qui est dans tous mes livres depuis 30 ans. Alors vous avez donc fait une carrière de fonctionnaire, mais vous êtes dit, en plus de ça, vous allez faire des livres, et donc c'est là que vous avez adopté, donc, comme on le disait tout à l'heure, ce pseudonyme, ce nom de plume. Vous avez fait combien d'ouvrages maintenant ? Je suis au 20e, si on compte ceux que j'ai fait exclusivement pour le Brésil et l'Italie, parce que j'ai fait quelques livres non publiés en France, comme Rouge, Brun, Vert, l'alliance des extrémismes anti-occidentaux, ça je l'ai publié qu'à l'étranger, A Islamisation d'Europe, ça je l'ai écrit qu'au Brésil et au Portugal. Voilà, en gros une vingtaine de livres. J'aurais pu faire le double. Mon ami Frédéric Ancel, qui vient de la même école de Yves Lacoste, l'école géopolitique française, il en a fait le double parce qu'il a l'intelligence de faire des livres de 250 pages. Moi, je fais des livres, ou de 300, moi je fais des livres de 600 pages. C'est un défaut, mais comme j'ai une vision holistique, quand je parle de l'islamisme, je parle aussi de la géopolitique mondiale, et aussi de la Russie, et aussi d'autres choses. Du coup, je fais des livres qui ont à chaque fois 2 portes d'entrée au minimum. Et je fais des livres très gros. Voilà pourquoi j'aurais dû en faire 40, mais je suis à une vingtaine. Alors, je vous invite en particulier aujourd'hui, parce que votre dernier ouvrage, qui est sorti il y a 4 mois, je crois, qui s'appelle Le Nouvel Ordre Post-Occidental. Voilà, je le montre ici. Il y a des petites paperoles là, que j'ai mis, parce que avant de vous recevoir, je l'ai lu in extenso, pour vous avoir quelques questions à vous poser. Donc c'est publié chez L'Artilleur. Alors c'est un livre considérable, il fait que 580 pages en effet dedans. Il y a énormément d'informations sur ce que l'on pourrait appeler, ce que vous appelez d'ailleurs le nouvel ordre post-occidental. J'ai trouvé que c'était... je pense que je connais beaucoup de choses, mais j'avoue que j'ai appris pas mal de choses en regardant. Très honoré venant de votre part. En le lisant, c'est pour ça que je me permets de le recommander. J'ai pris quelques notes au passage. D'abord, vous parlez de l'OIL. Ça, c'est ce qui structure votre ouvrage. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'OIL ? Alors, l'OIL, c'est ce qu'on entend souvent dans la bouche des démocrates américains, mais aussi de leurs suiveurs démocrates sociaux européens. C'est l'ordre international libéral, et souvent, ils rajoutent fondé sur des règles. J'ai voulu voir d'où ça venait, cette expression. Elle vient d'un partisan de l'Empire américain dans la vision démocrate, c'est-à-dire, vous savez, il y a l'Empire américain souverainiste et l'Empire américain démocrate. Les démocrates sont juste plus globalistes. Et l'idée de John Hickenberry, c'est un universitaire de Princeton, qui défend ce système. Il n'est pas anti-globaliste, il est pro-globaliste. Il dit « L'Empire américain ne peut pas porter tout cela sur ses épaules, ce fardeau mondial. Pour diriger l'humanité, l'univers, pour être global, l'Empire américain doit se légitimer et en même temps partager le fardeau en élargissant le spectre. Et ce n'est plus l'Amérique qui apparaît, mais un ordre universel dont l'Amérique ne serait que le garant, le gendarme, le noyau. Et il dit ça nous permet en même temps de légitimer et de masquer l'Empire américain. Ça l'englobe dans quelque chose qui pourrait associer tout le monde. En gros, we are the world, nous sommes tous des citoyens du monde. Ça va de pair avec tout le soft power, justement. Absolument. Et la supercherie, très rapidement, de l'OIL, c'est qu'on rajoute souvent fondé sur des règles, et ça, c'est fantastique en manipulation, parce que ce sont des règles qui n'ont rien à voir avec le droit international. C'est des règles unilatérales de l'Empire américain, mais qui, comme elles se posent comme universelles, elles apparaissent comme des règles universelles, et du coup, beaucoup de gens qui ne connaissent pas le droit international, ils ont l'impression que c'est la même chose que le droit international. C'est ça, parce que c'est apparu, si je comprends bien, avec les institutions d'après-guerre, que ce soit l'ONU, le FMI, les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, etc. Et petit à petit, une dérive progressive, qui d'ailleurs s'est accompagnée avec une certaine, comment dirais-je, perte de puissance, par exemple, de l'ONU. On voit bien que l'ONU n'est plus que l'ombre de ce que ce fut. Au profit, en effet, on l'a vu en France aussi avec, par exemple, les Médecins sans frontières, à partir des années 90, quand on a parlé du droit d'ingérence, alors qu'il n'y a pas de droit d'ingérence, c'est au contraire. Et ça, justement, dans la charte de l'ONU, il y a au contraire... Toute ingérence dans les affaires intérieures des autres États sont interdites, alors que maintenant, c'est devenu presque la mode. Absolument. Ce fameux OIL fondé sur des règles
permet des dérives qui visent à démanteler en fait la base du droit international. Vous êtes vous-même diplomate, donc vous le connaissez très très bien. Dans la base du droit international, il y a l'égalité souveraine des États, la souveraineté des États. Rien n'est au-dessus de la souveraineté d'un État. L'idée de la responsabilité de protéger et l'idée aussi du fameux droit d'ingérence qui, lui, n'est pas dans le droit international, mais qui a été assimilé à la responsabilité de protéger. Et c'est Kouchner a été le grand artisan de ce droit d'ingérence qui n'a jamais été un droit. C'est en fait une effraction qui permet, au nom d'une vision globaliste, universelle, prosélyte, en fait, d'atteindre à la souveraineté même des États, donc à la base du droit international. C'est assez effrayant, mais c'est quelque chose qui a été tout à fait démocratisé, légitimé par des philosophes de service en chemise blanche que l'on connaît bien. Si vous voulez, chemise blanche ouverte. Absolument, parce que moi je crois beaucoup au lien entre la science politique et la géopolitique, et je crois beaucoup à cette notion que Max Weber aussi affectionne, qui est la construction de la légitimité. Tout ça, ça permet de construire une légitimité pour en fait légitimer des choses qui ne sont pas forcément légitimes. Absolument. C'est très fin comme analyse, parce que c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve. Alors, j'avance un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai repéré comme ça, pour les auditeurs, pour peut-être leur donner envie de lire votre ouvrage. Le chapitre 2, y a-t-il une doctrine Trump, idéologique, géostratégique et économique? Alors, ça commence par une citation. J'avoue que j'ai éclaté de rire quand je l'ai lu. C'est une citation de Donald Trump, deux points ouvrez les guillemets, la doctrine Trump est simple, c'est la force. Oui. Je trouve que c'est assez formidable, parce que, en fait, c'est quelqu'un qui est un gambler, qui est un joueur, en fait, qui a un petit côté joueur de poker, et il en parle d'ailleurs dans L'Art du Deal. Son ouvrage que vous citez d'ailleurs, c'est qu'il avait écrit au début des années 2000, je crois, enfin il y a une vingtaine d'années. C'est que c'est quand même quelqu'un qui est un peu sur la base, demander, on arriverait toujours à avoir quelque chose. Hein. Il y avait jadis, on disait que des soviétiques qui disaient tout ce qui est à moi, tout ce qui est à vous est négociable. C'est pas mal. Et là, on a l'impression que Trump, il fait des scandales sans arrêt, il demande énormément de choses, après il revient en arrière, mais au bout du compte, il a obtenu quelque chose. Il a obtenu quelque chose. C'est quand même ça qui se dessine dans le monde d'aujourd'hui, que vous dépeigniez. Et quand on dit que c'est la force, sa méthode, je devrais préciser cette citation, qui n'est qu'une citation que j'ai trouvée, que j'aime bien mettre en exergue, c'est une démonstration de force, un petit peu comme dans la mentalité, vous savez, moyen-orientale, où il y a beaucoup plus de malice que dans le nord de l'Europe. On va faire du bluff, et au cas où ça marche, si l'autre est sidéré, ou alors à la sicilienne ou à la corse, je vais faire une menace, et si le mec il n'est pas encarté, comme on dit, ou enfouraillé, eh ben il va avoir peur et il va céder. C'est le monde de l'intimidation. On est dans le monde. En fait, c'est la psychologie un peu mafieuse. Le mafieux, il sait qu'un mafieux, c'est un égal. Il va pas sortir le flingue parce que l'autre va tirer en premier, mais il sait que s'il est en face d'un non-mafieux, d'un homme normal qui respecte les lois, qui a pas ce culte de la force, eh bien une menace suffira à l'intimider. Donc lui, il s'adresse à des non-mafieux et il pense qu'avec un non-mafieux, pas besoin que la force soit effective. On va brandir un cataclysme, un risque de chaos, et l'autre va céder. Et donc, à moindre frais, on va réussir un deal. C'est comme celui qui vend son appartement 2 millions alors qu'il en vaut 1 million. Ben, s'il y a un pigeon qui prend, tant mieux. Sauf que là, en plus, c'est avec une pression préalable. Je trouve que c'est vraiment un concept tout à fait intéressant qui va au-delà de la géopolitique et qu'on peut appliquer à la politique très contemporaine. Moi, depuis que j'ai créé mon mouvement politique, je ne vous demande pas votre soutien, mais depuis que j'ai créé l'UPR, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Moi, je suis quelqu'un de franc et je ne me laisse jamais intimider. Et Bravo. Je note que sur la scène politique française, en fait, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, on a l'impression de beaucoup de responsables politiques qui sont intimidés. Oui. Intimidés par les médias, intimidés par le candidaton, intimidés parce que moi j'ai été auprès de ministres que je ne citerai pas, dans des cabinets ministériels, des ministres qui, quand je leur parlais en tête-à-tête, ils étaient d'accord avec ce que je disais, y compris des choses très critiques sur la construction européenne. Mais dès qu'il y avait d'un seul coup des journalistes de l'agence France-Presse ou des journalistes qui arrivaient, il y avait un changement complet de décor. Et des ministres qui me disaient « Moi, François, qu'est-ce que je dois dire ?» Mais il y a beaucoup de... Ah oui, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'un des principes, je crois, fondamentaux qui se pose à la France, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que de réintroduire du courage, en fait. C'est-à-dire que les responsables politiques français, ils aient le courage
de regarder les choses en face. Tout à fait moi, d'accord. j'ai écrit des courriers à des tas de gens. J'ai écrit, par exemple, en matière agricole, avec l'affaire UE-Mercosur. J'ai écrit une lettre aux 5 présidents des 5 grands syndicats agricoles français en leur demandant qu'on fasse un débat sur mes propositions. C'est la sortie de l'Union européenne. Avantages, inconvénients. Devant les Français, devant les agriculteurs, ils n'ont même pas répondu. On a quand même sur UPR TV où vous êtes invité, on a quand même le plus grand nombre d'abonnés d'un parti politique sur YouTube. Ils ne m'ont même pas répondu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage de débattre devant les Français des avantages et des inconvénients de rester dans l'Union européenne. Oui, moi, que l'on me prouve que ce que je dis est faux, que l'on me sorte des arguments, je suis tout à fait prêt à débattre, mais pas du tout. Oui, vous avez osé franchir le Rubicon et parler du Frexit. Moi, c'est pas du tout mon combat, mais je respecte ce combat-là et je regrette que dans les médias on ne puisse pas en parler. Rien. Mais ça fait partie des lignes rouges infranchissables et ça peut pas vous être pardonné parce que en fait l'Europe est devenue l'antichambre du mondialisme, le laboratoire expérimental du globalisme. C'est très très bien, je trouve. Ça, et donc en critiquant l'européisme, en fait vous critiquez l'idéologie de nos élites multinationales. Qui est une idéologie globaliste. Ils ont un projet de gouvernance mondiale, donc vous êtes vraiment quelqu'un à abattre. C'est ça. Vous pourriez même aller jusqu'à abattre certains qui menaceraient de manière trop radicale, c'est pas votre cas, mais quelqu'un qui menacerait de manière existentielle ce système peuvent être abattus. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé plus loin dans votre livre, ce que vous venez de dire. L'idée que désormais la construction européenne, c'est plus une construction européenne en fait. Oui. C'est quelque chose qui a échappé. On n'est plus du tout dans le projet de Jean Monnet, de Robert Schuman ou de Pie XII. Et de De Gasperi, absolument Pie XII, qui voulait une espèce de chrétienté nulot, qui voulait reconstituer Léon III avec Charlemagne. Non, on est maintenant quelque chose qui préfigure une espèce d'extension. On ne sait d'ailleurs pas quelle sera la limite extérieure. Et c'est une dérive étonnante, parce que moi, j'ai souvent été invité à la Fondation De Gasperi, qui était, souvent, c'est les chrétiens démocrates italiens, et ils sont très chrétiens, très attachés à la chrétienté. Andreotti, qui était le dernier président à vie, qui était sénateur à vie aussi, et ancien président du Conseil, allait à la messe tous les matins, à 7h du matin. C'est un vrai chrétien pratiquant. Schuman est un vrai chrétien pratiquant. On a plein de noms comme ça. Adenauer était un chrétien, même gaulliste, même De Gaulle, était un chrétien. Tous ceux qui ont voulu proposer une Europe, celle de Gaulle, du plan Fouché, ou l'Europe telle qu'on l'a connue à l'époque, étaient tous, à part Monnet, qui était lui déjà, il se vantait de n'avoir lu aucun livre. Déjà, c'est assez inquiétant. Moi, je suis inquiet par ceux qui ne lisent aucun livre ou qui n'ont qu'un seul livre. Lui, il se vantait de ne pas lire les livres, il apprenait autrement. Il était un agent de la CIA, il était un agent du MI6, il a travaillé pour les banques américaines. Donc, à part Jean Monnet, qui lui est globalisto-américain ou américano-globaliste, les autres sont civilisationalistes. Mais la dérive, c'est les années 80, et bien sûr Maastricht, là c'est la cassure. On passe d'un projet qui est inquiétant pour nous, souverainistes, parce que c'est un projet pré-fédéraliste, mais c'est encore européen. Et on passe à un projet qui n'est même plus euro-fédéraliste, qui est globalo-fédéraliste. C'est-à-dire, c'est un fédéralisme comme première étape avant quelque chose qui ira plus loin, parce que vous savez, ils ne veulent pas de mettre de frontières, ils ne veulent pas dire où s'arrête l'Europe. Si on ne veut pas dire où s'arrête l'Europe, ça veut dire que ça peut être l'Iran, ça peut inclure l'Irak, le jour où l'Irak sera démocratique, ça peut inclure même le Japon, puisque le Japon est déjà avec l'Occident. Et d'ailleurs, c'est ce que pensent des gens comme Attali. Attali avait fait une note à Mitterrand, en lui disant il faudra qu'un jour Israël, l'Irak, la Turquie, la Syrie, le Liban rentrent dans l'Union européenne. Certains disaient aussi le Maghreb. On est d'accord que c'est plus l'Europe. Et donc c'est toute cette et le voisinage aussi autour de la Russie. On a vu les conséquences de cet élargissement qui est une véritable folie géopolitique. S'élargir, ça veut dire qu'on est un empire, même si on est un empire soft, on est un empire et on fait peur à l'empire d'à côté. C'est l'explication de la guerre en Ukraine. Cette extension est folle. Mille fois d'accord. Je note quand même que vous avez dit que Jean Monnet était un agent de la CIA, donc je ne suis pas le seul à le dire. Les archives allemandes, maintenant, l'ont démontré depuis le fameux livre de Villiers qui a retrouvé des archives. Absolument. C'était De Gaulle qui disait de Jean Monnet, il fait un excellent cognac, malheureusement, cette activité ne lui suffit pas. Il a travaillé toute sa vie pour des banques américaines. Et contre De Gaulle lui-même. Contre De Gaulle. Contre De Gaulle. Alors, parmi les citations, j'avance un peu dans votre ouvrage, il y a un chapitre 3 qui est très bien fait sur la jeunesse du contentieux Occident-Russie et de la guerre en Ukraine. Alors, vous avez trouvé 2 citations. Alors là, je ne peux pas ne pas les citer. Il y en a une de Richard Sacquois,
qui est « L'OTAN existe pour gérer les conséquences de son existence ». J'ai trouvé... Alors, j'invite nos auditeurs, parce que c'est important qu'on instruise aussi, pour ceux qui veulent approfondir, à aller sur Internet. Il y a des articles universitaires de Richard Sakwa avec d'autres et tout seul. C'est l'équivalent de John Mearsheimer pour l'Angleterre ou de Stéphane Walt, l'école des réalistes, bien qu'il soit plutôt centre-gauche. Et c'est très intéressant parce qu'il analyse l'origine de ce conflit Russie-Occident. Et c'est d'une profondeur d'analyse, c'est vraiment un des grands de l'école réaliste. Et il a cette phrase, c'est un Anglais, c'est un Occidental, ce n'est pas un Ruskov, ce n'est pas un agent du KGB, c'est un homme qui étudie depuis 40 ans les relations Occident-Russie et Occident-Union soviétique. Et il déplore le fait que, comme Kissinger d'ailleurs, hein, comme George Kennan, le concepteur du containment, que je cite aussi, a la même analyse. L'OTAN avait une raison d'être dans un certain contexte, elle n'a pas voulu se réformer. Comme sa raison d'être, c'est de grossir pour grossir, elle a continué à considérer l'ennemi russe comme un ennemi, même quand il ne l'était plus sous Boris Eltsine, et on connaît les conséquences. Elle a donc créé une prophétie réalisatrice, auto-réalisatrice, une Russie qui n'était pas hostile, qui, à force d'être encerclée, l'est devenue. C'est ça le grand regret de cette guerre en Ukraine. Là, pour le coup, De Gaulle s'était trompé, puisqu'il avait dit à Perfit que lorsque le communisme s'effondrera, donc l'OTAN disparaîtra. Oui. Et il s'était trompé parce qu'en fait, oui, l'OTAN a échappé en fait à ses maîtres. On a quand même une organisation du traité de l'Atlantique Nord qui intervient maintenant dans des théâtres d'opération, oui, comme en Afghanistan, qui sont quand même très loin de la Libye, absolument quand même très loin de l'Atlantique Nord. Et la Libye, c'était une anomalie aussi. C'était deux zones hors zone, normalement. C'était ce qu'on appelle l'OTAN global, qui est une dérive. Et une autre citation de François-Auguste Mignet, oui, « Le véritable auteur de la guerre n'est pas celui qui la déclare, mais celui qui la rend nécessaire. » Oui. Je trouve que c'est un formidable résumé de la guerre en Ukraine. Le véritable auteur de la guerre en Ukraine, c'est pas celui qui l'a déclaré, oui, c'est-à-dire celui qui est intervenu, la Russie, mais celui qui l'a rendu nécessaire. Et on peut presque donner un nom, sans cafeter, on peut donner un nom. C'est pas quelqu'un que je diabolise, hein, c'est un grand stratège, c'est Zbigniew Brzezinski. Bien avant le grand échiquier, Zbigniew Brzezinski est le premier à produire des notes pour différents responsables américains en suggérant, avant même qu'ils l'écrivent dans le grand échiquier, l'Ukraine, si la Russie perd l'Ukraine, elle n'est plus un empire. Bien avant, il dit il faut préconiser une politique de déstabilisation de l'Ukraine. Samuel Huntington aussi le dit, c'est un pays déchiré qui peut être tellement déchiré qu'à un moment, il peut être coupé en deux et la partie occidentale peut se rapprocher de l'Occident. Donc il y a eu une ingénierie politique et géopolitique extrêmement dangereuse qui a été voulue par des grands stratèges. Vous savez que Brzezinski, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, en tant que diplomate, c'est aussi lui qui a suggéré à Carter la première opération de déstabilisation de l'Afghanistan en utilisant des mouvements djihadistes. Oui, tout à fait. Donc ce sont des apprentis sorciers qui ne regrettent rien. D'ailleurs, après le 11 septembre, il a été interrogé. Brzezinski, regrettez-vous d'avoir suggéré l'aide à des moudjahidines pour épuiser les Russes en Union soviétique? Il dit 3000 morts face à l'affaiblissement de l'Union soviétique et pas de regret. Ce sont des gens d'une froideur extraordinaire. Oui, alors qui participent de toute cette géopolitique depuis la création, depuis Mackinder, depuis le 19e siècle. C'est-à-dire il faut refouler dans le heartland eurasiatique, il faut refouler la Russie, et si on coupe l'Ukraine de la Russie ne pourra plus jamais concurrencer les États-Unis. Tout ça, c'est fondé sur des pétitions de principe qui sont éminemment contestables d'ailleurs, mais enfin qui malheureusement ont des conséquences extrêmement concrètes. Ce qu'on appelle nous en géopolitique dans l'école d'Yves Lacoste des représentations qui durent même comme une étoile, même quand elle est morte, elle brille encore. Exactement. Et elle nous imprègne de manière parfois suicidaire, parce que cette guerre avec la Russie est une guerre suicidaire. C'est une anthropophagie intra-occidentale. Enfin, c'est une folie. J'avais connu Yves Lacoste quand j'étais élève à l'ENA, d'ailleurs, sur les 30 ans. Il y a aussi, dans les choses encore une fois, il y a énormément de choses, mais vous attirez l'attention, parce que ça, je trouve que c'est vraiment un sujet qui est, je ne sais pas comment dire, qui est traité avec une légèreté ou même pas traité du tout par nos responsables politiques. C'est quand même ce qui se passe en ce moment avec la Russie et la menace nucléaire. Et vous soulignez à juste titre le changement de doctrine de la Russie en matière d'utilisation d'armes nucléaires. Si vous pouvez nous en dire un petit mot. Moi, j'ai été assez effrayé. C'est la seule fois en 30 ans que ça m'a réveillé parfois la nuit, en me disant, mais
comment on sort de ce piège. C'est assez effrayant, pire que mon premier sujet de l'islamisme. Monsieur Zelensky, c'est tout à fait courageux de sa part, veut nous prouver que la sanctuarisation par le nucléaire n'existe pas. Comment il le fait? Il nous entraîne avec nos armes à frapper le territoire russe, et on se rappelle de l'avancée vers Koursk, et il nous dit, regardez, on a frappé le territoire russe et ils n'ont pas répondu avec le nucléaire. Ça prouve que c'est du bluff. Leur nucléaire, ils l'emploieront jamais. Vous voyez, ça ne nous fait pas peur. Et la preuve, nous, on est allé à votre place. Vous avez vu qu'il n'y a pas de conséquences. 1 an plus tard, l'opération des bombardiers stratégiques russes qui peuvent porter des missiles nucléaires avec des drones pilotés un peu jusqu'à 5000 km. L'Occident et les Ukrainiens se vantent. Regardez, les Russes, ils sont nuls. Leurs avions bombardiers stratégiques sont vulnérables. Ils ont été attaqués par quelques drones. C'est David contre Goliath, les merveilleux Ukrainiens. Sauf que ces avions étaient visibles, comme vous le savez, en vertu du traité New Start, qui vient d'expirer. Et c'est parce qu'il y avait une confiance entre les deux anciens grands de la guerre froide que chacun montrait ses dispositifs. Mais en violant cette confiance, les Russes, pour la première opération de course, comme pour la deuxième, c'était un peu avant, mais en gros, c'était pendant cette période qu'à l'instigation de Karaganov et d'autres, la doctrine russe n'a pas été transformée comme le voulait Karaganov, mais elle a été quand même, le seuil a été abaissé. L'idée, c'est que maintenant, on peut utiliser du nucléaire de théâtre, du nucléaire tactique, dans des conditions plus basses que jadis. Avant, c'était vraiment l'ultima ratio, un peu comme la doctrine française. Comme la doctrine française. C'était très proche. Voilà. Ça l'est encore officiellement, mais si un pays de l'OTAN aide un pays à frapper le territoire de Russie de manière dangereuse qui se rapproche de la capitale, maintenant, l'emploi d'une arme nucléaire en représailles une arme tactique, mais en représailles sur des objectifs de l'OTAN peut être possible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun traité de désarmement et de non-prolifération. Il n'y a plus ni l'INF, ni New Start qui vient d'expirer, il n'y a plus rien. C'est assez effrayant. Mais en plus, il y a cet entraînement voulu par Zelensky pour nous prouver qu'un pays nucléaire est quand même attaquable et pour nous entraîner dans une guerre conventionnelle en nous promettant que ce sera que conventionnel. Eh bien, c'est comme si on disait à quelqu'un d'un peu nerveux et musclé dans la rue, pas chiche. Vous lui dites 1 fois, 2 fois. Bon, si c'est un homme des services spéciaux, il est habitué à avoir du contrôle, mais si c'est un voyou, on lui dit 3 fois pas chiche. Vous savez, c'est comme les films de De Niro. 3e fois, il vous faut un coup dans la figure. Et donc, c'est comme si heureusement que c'est quelqu'un qui a plutôt une mentalité de services spéciaux, donc il est froid, Poutine, mais c'est quand même jouer avec le feu que de dire à quelqu'un pas chiche. Tu n'as pas le courage d'eux, tu es un bluffeur, etc. Donc tout concourt aujourd'hui à penser, comme le disait Gallois, mon maître, l'homme qui a fait le nucléaire français militaire avec 2 autres généraux de l'Apocalypse, on les appelait les 3 généraux de l'Apocalypse, Gallois disait, on a 1000 fois plus d'armes nucléaires que nécessaire. C'est lui qui avait fait le nucléaire en Israël et en France, il disait, c'est une véritable folie collective. Et cette histoire fait qu'on a mis fin à des années de réduction des stocks d'armes nucléaires. On revient vers une course aux missiles antibalistiques, aux missiles tout court, balistiques et hypersoniques, mais aussi au nucléaire. Donc tout ça est très, très, très dangereux. C'est quand même, effectivement, je trouve ça qui est le plus préoccupant dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce jeu avec le feu, parce qu'on joue avec l'apocalypse. Oui. Et ça me fait penser, je crois que c'est au Brésil, ça a été interdit, il y avait des jeunes désœuvrés là, dans certaines banlieues de grandes villes brésiliennes qui jouaient à un jeu. Ils étaient chacun dans une voiture, ils se fonçaient face à face en faisant du 150 km/h, face à face les 2 voitures, en attendant que il y en a un qui craquerait au dernier moment et qui donnerait un coup pour échapper Et certains se tuent, j'imagine. Et donc, et effectivement, dans 95 cas sur 100 ou 98 cas sur 100, il y en avait un des 2 qui craquait et qui donnait un coup de volant pour ne pas entrer dans la voiture. Celui qui donnait le coup de volant était celui qui avait perdu dans le jeu. Très bonne comparaison, c'est effrayant. Mais parfois, aucun des 2 ne lâchait et ça allait à la mort de tous les intervenants. C'est une très bonne allégorie, malheureusement triste, mais très bonne, parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Oui. Entraîné par Zelensky, qui veut absolument que nous faisions... Il a raison d'ailleurs, de son point de vue, il ne peut gagner la guerre qu'avec 400 000 hommes européens, pas pour vaincre la Russie, mais pour affaiblir les Russes en Ukraine. C'est sa seule solution. Donc il essaie de nous entraîner. Va-t-on être entraîné? Je ne pense pas, mais c'est son but et il aimerait nous entraîner malgré nous. Alors, comme le temps passe, je ne voudrais pas être trop... On va passer, parce que j'avais trouvé, c'était intéressant, je laisse les lecteurs découvrir les 4 scénarios de la banque JP Morgan, par exemple, sur la sortie de crise.
moi, je ne suis qu'à moitié d'accord, mais bon, chacun peut avoir son opinion. Alors, le concurrent de Zelensky, Arestovitch, là aussi, qui a pris ses distances. Au début, il était tout à fait pour la guerre, puis après, il a pris ses distances. Il est peut-être d'ailleurs en contact avec les Américains, qui ne cessent que d'avoir essayé de trouver une solution à Zelensky, parce que... Ils aimeraient bien le mettre lui, mais apparemment c'est difficile, il n'est pas populaire, il a été accusé de trahison. Voilà. Mais il serait un homme extrêmement intéressant, parce que c'était lui qui voulait le plus faire la guerre à la Russie, c'est ça qui était assez étonnant, mais il a dit, puisque les conditions ne sont pas réunies, qu'il n'y a pas l'appui nécessaire, il n'y a pas les munitions nécessaires, il n'y a pas le soutien en hommes nécessaire de la part de l'Occident, et puisque les sanctions qui devaient faire tomber Poutine en 6 mois n'ont pas fonctionné, il dit, dans ces conditions, et il est passé d'une stratégie à une autre totalement opposée, il dit maintenant il n'y a pas d'autre possibilité que de négocier une perte de territoire qui de toute façon ont un cœur russe. Et donc avec un référendum... Oui, parce que moi, c'est toujours, faut en revenir à l'histoire, j'ai fait des vidéos là-dessus, quand certains ont dépassé le 1 million de vues d'ailleurs, sur l'histoire de l'Ukraine, justement, sur l'histoire de la Novorossia, sur l'histoire de... Il suffit de prendre un atlas français du XVIIe ou XVIIIe siècle, vous avez Empire russe sur ce qui est actuellement les terres de l'Ukraine. Donc c'est quand même impressionnant. Aujourd'hui, on est le 26 février, j'ai oublié de le préciser en préambule, donc on est jeudi 26 février. Il y a en début de matinée, je voyais qu'il y a des déclarations de Lavrov qui a dit que de toute façon, il n'y avait pas... il n'y avait aucun délai qui était fixé, que les Russes ne se fixaient aucun délai. Parce qu'il y a une espèce de jeu, on voit bien qu'il y a une espèce d'asymétrie entre Trump, qui est quand même pris à la gorge par les midterms qui arrivent, et il a quand même... Vous savez, c'est to deliver, comme on dit en américain. C'est-à-dire, il a promis au peuple américain, en tout cas à ses électeurs, de mettre un terme à la guerre en Ukraine, de ne pas faire de nouveaux conflits. Et là, il est à la fois vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis de l'Ukraine. Il est dans une situation où il y a ces électeurs qui l'attendent au tournant. Et s'il perd les midterms, c'est un peu fini pour lui, en fait. Parce que ça sera la deuxième partie de son mandat, qui sera la dernière de son second mandat. Et ça sera même plus un lame duck. Il aura les plus difficultés. Donc on voit bien que Trump, sur l'Iran, on voit bien qu'il s'est retenez-moi où je fais un malheur. Mais en fait, on voit bien qu'il n'a pas envie d'intervenir en Iran. Et sur l'Ukraine, il est quand même tout à fait embarrassé. Il essaie de jouer, de dire voilà, il faut conclure rapidement, mais les Russes disent non, nous tout va très bien. Alors vous savez, l'Institut de stratégie, de hautes études de stratégie de Londres, l'ISS, vient de pondre un rapport qui dit que la Russie peut tranquillement faire une 5e année. Donc elle a au moins 1 an tranquille et les sanctions ne l'ont pas trop endommagé. Mais mieux, ce rapport reconnaît enfin, et ça c'est pas, on nous dit que c'est du narratif pro-russe d'habitude, que la Russie a profité des sanctions pour se perfectionner et diversifier son industrie et même perfectionner ses systèmes d'armes, notamment le meilleur exemple que donne je répète, c'est l'ISS, très atlantiste de Grande-Bretagne, notamment les fameux Shahed, les fameux drones iraniens. On n'arrête pas de dire les Russes ont des vieux drones iraniens, sauf que le drone Geran 2 ou Geran 2 russe n'a plus rien à voir avec l'original iranien. C'est devenu une espèce de missile qui va jusqu'à 2000 km, qui est guidable avec changement de destination, qui a des ailes, qui a un mini-réacteur. Enfin, on est très loin d'un petit drone à l'ukrainienne. Donc les Russes, souligne ce rapport, ont une extrême capacité. Le russe est bordélique. Moi, ça m'a toujours été dit quand je voyageais beaucoup en Russie, quand j'étais fonctionnaire. On avait des jumelages avec l'oblast de Moscou. On me disait toujours, ils sont bordéliques. Mais quand ils sont acculés, quand ils sont dans la nécessité d'improviser pour rattraper une situation à cause de leur bordélisme, ils sont géniaux. Et ils n'avaient aucun drone au début de la guerre. Maintenant, ils sont les 2e mondiaux en drones de meilleure qualité et de plus en plus sophistiqués. Donc vous voyez bien, si l'ISS reconnaît lui-même que les Russes peuvent continuer encore à financer leur guerre et ils deviennent de plus en plus résilients et performants, leur armée est en train de devenir la meilleure armée au monde, avec peut-être l'ukrainienne, il faut reconnaître aussi, parce que les deux sont extrêmement aguerris. Il y a eu des études récemment, des war cases, qui ont été faits par l'armée américaine, qui ont coûté 200 millions d'euros, et qui montrent que les Occidentaux sont incapables de gagner une guerre de moyenne intensité contre des pays qui sont les rois des drones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même l'Ukraine, elle peut pulvériser littéralement des bataillons anglais et français réunis, rien qu'à cause de la technicité des drones et des brouilleurs et de tout ce qu'ils font chaque jour. Donc nous avons des armées qui ont des lignes Maginot, qui sont en retard. La France n'a pas de drones de combat équivalents à ceux des Ukrainiens et des Russes. C'est effrayant.
Il n'y a pas que le maintien d'armement, il y a eu une toute réorientation de l'économie générale de la Russie, les exportations d'hydrocarbures par exemple, mais aussi même l'agroalimentaire. Ils sont devenus maintenant autosuffisants. Alors j'ai fait une enquête là-dessus et je confirme ce que vous dites. Pendant 8 jours, j'étais voir les entrepreneurs des institutions françaises, ambassades, centres culturels et bien sûr chambres de commerce. Et j'ai visité pendant un jour un énorme complexe fermier. Ils vendent tous les fromages italiens, tous les fromages français. La dégustation s'est très bien passée, c'est de très très bonne qualité. Ils copient aussi des vins en Russie du Sud, mais en matière d'avion, ils ont sorti un Superjet 100 qui n'a aucune pièce détachée occidentale. Donc même en avionique, ils en ont vendu 150 exemplaires à l'Inde. C'est quelque chose de sérieux. Donc agroalimentaire, blé, céréales, pesticides, énergie, ils continuent à vendre à l'Inde, même si l'Inde dit le contraire, l'Inde continue à acheter. J'ai fait une étude aussi là-dessus, j'ai rencontré 3 brokers de pétrole et de gaz pour mon livre. Ils ont tous rigolé quand je leur ai dit « mais il paraît que l'Inde a décidé de ne plus acheter de pétrole russe ». Ils ont rigolé. Ils m'ont dit « mais Reliance, la grande raffinerie indienne, n'en achète plus, mais les autres raffineries qui sont moins exposées en achètent ». Pareil pour les Chinois. Les banques russes exposées au dollar américain ont peur des sanctions, mais les banques qui ne sont pas exposées, et les raffineries qui ne sont pas exposées, comme les Turcs d'ailleurs, ceux qui ne sont pas exposés au marché américain, ils ne sont pas frappés par les lois extraterritoriales qui sont fondées sur la notion de US person, avec le Trésor, etc. Ceux qui connaissent ce phénomène savent très bien qu'on ne peut pas empêcher l'Inde et la Chine de cesser d'acheter du pétrole. En plus, l'Inde, ça lui permet d'avoir un prix à la pompe 30% moins cher pour ses habitants. L'Inde ne renoncera jamais au pétrole russe, mais vous savez, c'est l'asiatique. Vous connaissez mieux les asiatiques que moi. Et puis ils vous disent oui. Et ils font le contraire. Vous dites toujours les Indiens sont des gens, je pense, par connaissance de cause, qui sont particulièrement redoutables dans les négociations. Les Iraniens et les Indiens, dans le monde des diplomates, moi j'ai été au Quai d'Orsay, j'ai été sorti à l'inspection des finances, mais quand j'ai été au Quai d'Orsay, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer les Iraniens, les Indiens sont souvent considérés comme les meilleurs négociateurs du monde. Donc vous devez apprécier l'actuel ministre des Affaires étrangères iranien, Jahan Shakir, que je cite avec son idée de multi-alignement plurinormatif. Les Iraniens, j'en parlais dans mon direct d'hier d'ailleurs, on a affaire avec l'Inde ou avec l'Iran. D'abord, ce sont les pays, c'est à ce confin de pays entre l'Iran et l'Inde qu'a été inventé le jeu du chaturanga, c'est-à-dire l'ancêtre du jeu d'échecs. Et c'est là où c'est les Indiens aussi qui, je crois, dans un texte du 5e siècle après Jésus-Christ, ont inventé la numération décimale de position. Absolument. Et le 0 n'est pas arabe, mais il est indien, transporté par les Iraniens à Gondisapur aux Arabes. Absolument. Il est indien. Et c'est c'est à mon avis l'invention la plus géniale de l'histoire de l'humanité, puisque comme je l'explique de temps en temps, lorsque les Grecs ont construit le Parthénon, ou lorsque les Romains ont construit le Colisée, ils n'avaient pas la numération décimale de position. Comment on fait pour multiplier MD, CC, L, X, X1, X, par exemple, multiplié par CC, LV. On ne sait pas. Il faut avoir un cours des bouliers. Donc l'idée de 10 chiffres qui correspondent aux 10 doigts de la main et l'idée qu'un même chiffre n'a pas la même valeur selon qu'il est dans la colonne... Nous, on apprend ça quand on est petit. Et le zéro. La colonne des unités, la colonne des dizaines, la colonne des centaines avec un zéro pleinement opérationnel. Les Mayas avaient inventé le zéro, mais ils n'avaient pas inventé ce zéro pleinement opérationnel. Et ce que vous dites est très important parce que j'en parle dans le livre, dans le chapitre sur l'Inde et la Chine. On a cru que ces gens étaient des ploucs, des imitateurs. On a délocalisé, on s'est désindustrialisé. C'est un peu l'une des thèses de ce livre. Mais quelle folie de sous-estimer le peuple qui a inventé la poudre, sur celui qui a inventé l'échec, celui qui a inventé le zéro et le système décimal. L'imprimerie, c'est une véritable folie et c'est un manque de culture tout simplement d'avoir cru que ces gens ne resteraient que des ploucs. C'est une folie. Et d'ailleurs aujourd'hui, ils nous le montrent bien, les ploucs ont utilisé le fait qu'on les a pris pour des ploucs en se délocalisant chez eux pour nous tenir. Comme dit Jacques Sapir, je ne suis pas vulgaire, mais Jacques Sapir a dit dans une émission, ils tiennent l'Occident par les couilles. Mais c'était imagé et vulgaire, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'ils produisent tout. Et Trump l'a appris à ses dépens. Il voulait leur imposer les tarifs. Les Chinois et les Indiens ont dit, nous, contrairement aux Européens, on a des moyens de représailles. C'est-à-dire vous n'avez plus de médicaments, vous n'avez plus de produits, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus de terres rares. Mais moi, j'ai assisté à ça. J'étais au Mezzanine, si vous voulez. J'ai assisté parce que j'ai accompagné mon ministre, quand j'étais auprès de Gérard Longuet, aux accords de Marrakech, le 15 avril 1994.
Et je me rappelle, bon, moi je m'occupais pas de ces dossiers, mais enfin, j'étais au cabinet, il avait voulu me faire plaisir en me proposant de l'accompagner, on était plusieurs. Et tout le monde était là en train de dire c'est formidable. En gros, c'est ce que vous dites. Nous, les Occidentaux, on est des caïds. Donc nous, ça va être les services financiers, ça va être l'ingénierie, ça va être etc. Et puis on va filer tout le sale boulot. Les boulons. Voilà. Et le métal. Voilà. Et moi, je disais, mais vous êtes certains, parce qu'il y a quand même des civilisations qui ont damé le pion aux Occidentaux pendant des siècles et des siècles et des siècles. Hein, rappelez-vous, c'est le bon mot d'Einstein qui dit, s'agissant des États-Unis, que c'est le seul peuple qui est passé de la barbarie à la décadence. Très bon. Et il vous a répondu quoi, votre ministre? Vous savez quoi? Ils ne savent pas quoi répondre. Ah, d'accord. J'ai vécu auprès de ministres que mais c'est vrai, aujourd'hui... Pourquoi est-ce que... C'était un journaliste qui m'avait dit, vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité? C'est parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. Nous avons en France, et pas seulement en France d'ailleurs, mais particulièrement en France, une scène politique... De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant partout, les gens, ceux qui vont se présenter à l'élection présidentielle, sur des sujets les plus fondamentaux, comme ceux qu'on vient de dire, ils sont incapables de répondre. Oui. Ils suivent. C'est la politique du chien crevé au fil de l'eau, si vous voulez. Ça n'est pas la différence chiite-sunnite pour la plupart. Oui. Et là, vous avez... Alors, il y a tout un peu... Merci d'avoir évoqué ça, parce qu'il y a toute des pages et des pages très intéressantes sur la Russie, la Chine, l'Inde. Oui. Vous parlez de l'Hindutva, parce qu'il y a un passage qui est intéressant sur l'Inde, parce que l'Inde est un peu laissée de côté. Les gens s'intéressent beaucoup à la Russie, pas mal à la Chine, mais l'Inde est toujours un peu laissée de côté, alors que Modi... c'est pas un tendre. Non. Vous savez pourquoi il est bien vu? Parce que tous nos petits bobos de Paris, ils aiment le ashram, le yoga. Oui, on l'a vu avec Macron. Voilà, et comme Modi fait la journée du yoga chaque année en position de méditation, il y a cette idée très naïve des Européens. Le christianisme, c'est une religion qui était méchante, les croisades, l'islam, c'est pas toujours... Mais par contre, les religions asiatiques sont ultra pacifiques. Quelle folie! Moi, je le dis souvent à mes élèves, oui, effectivement, un Asiatique peut faire une séance de méditation et sans haine, vous coupez la tête ensuite en sortant du ashram. J'ai quelqu'un de ma famille on a plaqué nos fantasmes judéo-chrétiens sur des religions asiatiques. Oui, j'ai quelqu'un de ma famille qui était allé en Inde, qui croyait qu'il allait avoir affaire à un peuple complètement éthéré, comme ça, de bisounours. Oui, il y a les ashrams, oui, il y a effectivement, il y a le développement personnel, il y a Auroville, mais ce qui d'ailleurs a été créé à moitié par des Français d'ailleurs. Mais en pratique, au jour le jour, ce sont des négociateurs extraordinairement coriaces. Et si vous allez convertir un hindouiste, il vous coupe la tête. Il y a eu des pogroms très nombreux de musulmans et de chrétiens à cause du fait qu'ils convertissent des intouchables. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais je montre bien qu'on n'est pas dans un plaquage de fantasmes occidentaux. Je pense qu'il ne faut pas voir les gens comme on veut qu'ils soient, mais les étudier tels qu'ils sont, sans les fantasmer ni les idéaliser. Alors, je dis pas, j'avais noté aussi l'aspect sur les contraintes climatiques qui distinguent, qui séparent de plus en plus l'Occident avec les COP28 et COP29 du reste du monde, du Sud global, qui en fait on n'a rien à faire de nos contraintes, et qui fait quand même que le monde occidental, en tout cas l'Europe, on est lancé dans l'autodestruction. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient souvent sous votre plume, le mot d'autodestruction, que vous utilisez à plusieurs reprises, que je trouve assez bien vu. Vous faites même des néologismes, des souverainetés, la resouverainisation. La désouverainisation, absolument. La désouverainisation, la resouverainisation, il y a des néologismes. Oui, j'aime beaucoup les néologismes, j'avoue, ça m'est reproché parfois. Oui, ça m'a un peu fait sursauter, mais je me dis finalement c'est pas si mal, parce que ça veut bien dire, ça correspond à un concept nouveau, à l'idée de faut resouverainiser. J'aime bien un petit peu. Oui, parce que le globalisme a légitimé par la réductio ad litterum la désouverainisation a été légitimée par nos élites, qui en fait le font par rapport aux multinationales, mais on l'a délégitimé en disant, comme disait Foucault, il n'y a qu'une différence de degré, mais pas de nature, entre le nazisme et le nationalisme. Donc le nationalisme étant soumis à la réduction ad litterum, on nous a préparé psychologiquement pour accepter une culpabilisation de type collective extrêmement pathologique et suicidaire. Vous savez que souvent, un déprimé, on se rend compte, moi j'ai connu des mamans de suicidés, et elles me disaient, mon fils était déprimé, et je croyais qu'il allait mieux, c'est le moment où il s'est suicidé.
Parce que quand vous êtes dans une idéologie d'autocritique permanente, de dévalorisation de soi, le jour où vous décidez de disparaître, vous êtes en cohérence cognitive, vous n'êtes plus en dissonance cognitive. C'est un peu ce qui se passe pour nos peuples. Nos peuples ont un enseignement de la haine de soi qui n'est pas mieux que la haine de l'autre. On critique tout le temps la haine de l'autre, c'est très bien de critiquer, mais la haine de soi n'est pas mieux, ça reste de la haine. Et nous, on a été éduqués depuis les années 70, parce que ça a commencé surtout là, à une dévalorisation totale de tout ce que nous sommes. Ah ben moi, je parle souvent de francophobie, en fait. Oui, en fait, nous avons un discours général qui est un discours de francophobie. Tout ce qu'a été la France est bon acheter aux chiens, en fait. Voilà. Et ça n'existe pas. Toute l'histoire du monde montre qu'on ne peut pas redresser un État sur la détestation de soi-même, ça n'existe pas. Et en plus, tout le monde a été plus ou moins prédateur. Moi, je dis souvent à mes amis algériens, je comprends que vous nous en vouliez. Moi, je ne suis pas un impérialiste. Mais les pirateries barbaresques, nous, on pourrait vous en vouloir aussi. Le sud de la France était une réserve d'esclaves. Alger vendait des esclaves pendant des siècles. Il y a toute l'Europe du Sud, et même parfois jusqu'à l'Angleterre et l'Irlande. La première guerre américaine a été livrée en Méditerranée pour mettre fin à la piraterie barbaresque algérienne. Donc, on pourrait vous en vouloir aussi. À un moment, il faut aller au-delà de tout ça. Alors, vous expliquez, c'est également bienvenu, le rôle de l'USAID, d'ailleurs auquel Trump a coupé les vivres, qui, sous la houlette de Samantha Power, qui avait été d'ailleurs ambassadeur des États-Unis à l'ONU, a dégagé des centaines de millions de dollars pour en fait promouvoir justement la woke culture et en particulier favoriser tout le discours en Occident, en Europe et en France notamment, le discours anti-complotiste, le discours qui, à partir du moment où vous posez des questions légitimes, on vous traite de complotiste parce qu'il ne faut pas poser les questions, et tous ces financements venus de l'étranger qui, vis-à-vis des mouvements dits souverainistes ou vis-à-vis de peuples qui ne veulent pas mourir, tout simplement, des peuples qui veulent garder, c'est bien naturel, leur identité, tout ce discours a été parfaitement financé, organisé. Alors tout ça, c'est maintenant tout à fait documenté, mais c'est vraiment intéressant de voir votre ouvrage. Absolument. Il y a deux volets. Il y a le volet de Samantha Powers qui était particulièrement attiré par le wokisme, et il y a aussi le volet de ce qu'on appelle les révolutions par action civile qui ont été mises au point par Gene Sharp dans les années 80, l'homme qui avait conseillé Solidarnosc. Ensuite, il a conseillé Otpor contre Milosevic, et ensuite il a conseillé Kmara et Pora, les fameuses révolutions orange de couleur, vous savez, en Ukraine, en Géorgie. Et l'idée de l'USAID, c'était de prendre le relais de la CIA. Pendant les années 60-70, la CIA faisait des coups d'État en Amérique latine, mais c'était la CIA. Il y a aussi le National Endowment for Democracy. Exactement. Et l'USAID, souvent, finance la National Endowment for Democracy, qui elle-même alimente le Canvas. C'était, vous savez, c'est l'association avec le point, qui a financé Otpor, Kmara, Pora, toutes les révolutions orange, 1 et 2 d'ailleurs en Ukraine. Et moi, je montre toute cette... Parce que ça fait des années que je m'intéresse à ce travail. Et c'est Gene Sharp, le créateur de cette... C'est pas un gourou, c'est pas un homme... Il n'y a pas de complot, mais c'est un homme qui a créé une méthode. Elle a été reprise à Hong Kong et dans les printemps arabes. L'USAID, la National Endowment for Democracy et Canvas, ainsi que les fondations de Soros et d'autres milliardaires, il n'y a pas que Soros, toute cette ingénierie sociale a permis de masquer des opérations que jadis la CIA menait de manière assez cash. Et c'était une opération de renversement de gouvernement, de gouvernement américain. Maintenant, ça se fait au nom de belles idées démocratiques. Et en général, bizarrement, c'est un drôle de hasard. Ce sont souvent des pays soit proches de la Russie, soit des nationalistes arabes qui ont des bonnes relations avec la Russie. Et donc tous ces printemps arabes dans les années 2010, 2011, 2012 et toutes ces révolutions de velours entre 2003 et 2008, la dernière c'était, l'avant-dernière c'était la Géorgie avec Saakashvili, c'était tout le même kit, le mode d'emploi. On retrouve le point de Canvas, l'association Canvas, on retrouve Otpor, on retrouve Gene Sharp. Et pour terminer, j'ai moi-même connu quelqu'un qui a fait partie de cette organisation, Lina Benheni, c'était une bonne copine, paix à son âme, elle est morte, c'était une fille très sincère, mais qui avait été récupérée par l'association de Gene Sharp, qui s'appelle Albert Einstein Foundation, et elle m'a dit, nous avons lancé l'opération du Jasmin après des années de formation par des ONG américaines, notamment Gene Sharp et Albert Einstein Foundation, et nous avons été financés par l'USAID et le National Endowment for Democracy. Donc c'est quelque chose qui est prouvé et prouvable, et on peut même identifier. Et c'était elle qui a lancé le printemps arabe. C'était le Jasmin. Vous vous rendez compte qu'on va être taxé de tous
les péchés du monde par les fact-checkers, Rudi Reichstadt, Tristan Mendès. Là, j'ai un avantage. Lina, j'ai fait 2 conférences avec elle, répertoriables, notamment à Valencia, sur la Méditerranée, et elle venait de lancer la révolution du jasmin. Elle nous a raconté comment elle a été formée par Gene Sharp et par Albert Einstein Foundation. Ne tombez pas dans le panneau quand on vous dit c'est du complotisme. Il faut que vous alliez regarder de plus près parce que absolument. Moi, je ne crois pas au complotisme, mais je crois que les complots existent. Un complot, c'est même dans la loi. Ça existe depuis la nuit des temps. Vers la fin de votre ouvrage, vous en arrivez à aussi cet aspect qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on voit quoi ? On a l'impression qu'il y a une fuite en avant du trio un peu Macron, Starmer, Merz. On a l'impression qu'il y a une fuite en avant entre ceux qui se rendent compte que le sol s'effondre un peu sous leurs pieds et qu'on a une formidable aspiration des peuples d'Europe à retrouver peu ou prou une certaine forme de souveraineté, d'identité, en tout cas ne pas perdre leur identité nationale, et ceux qui veulent forcer le destin, puisque comme vous l'écrivez, en fait, l'Union européenne, maintenant, ça n'est plus la construction de l'Europe, c'est une espèce de société mondialisée avant la lettre, et donc de ce point de vue-là, la sortie vers avec la Russie pourrait permettre de faire. Alors certains avaient parlé de saut hamiltonien, ou je ne sais pas quoi, enfin de forcer une espèce d'Europe fédérale contre la volonté des peuples. Je pense que c'est un fantasme. Et là, alors j'ai trouvé quelque chose qui est formidable. Vous avez rencontré un conseiller à la Défense et qui a remis un peu les perspectives sur le nombre de soldats que l'Europe pourrait mettre en face de la Russie. Enfin, c'est absolument ridicule. C'est ridicule, 40 000 hommes au maximum. 40 000 hommes. Mais loin du front. Le pire, c'est que c'est loin du front, un peu une finule bis, qui aurait le droit de recevoir des balles, mais pas d'en tirer, qui serait très loin du front, qui n'aurait pas vocation à faire la guerre. Alors ça va faire très peur aux Russes, 40 000 hommes loin du front, dans l'ouest de l'Ukraine. Et l'idée, c'est de dire, oui, mais les Russes n'oseront pas attaquer une sorte de finule locale, parce que après, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors c'est vrai que ça fait très très peur aux Russes, surtout que l'article 5 de l'OTAN est tout à fait théorique. Les Américains l'ont dit eux-mêmes, et ils l'ont souvent prouvé en lâchant les Vietnamiens du Sud pendant la guerre froide. Les Américains ont toujours montré qu'un article 5, c'est comme les promesses. Pasqua disait, c'est bon pour ceux qui y croient. Que vous avez connu comme moi, que j'ai connu, vous avez été dans le même mouvement politique. Absolument, le RPF. Qu'est-ce que je voulais dire en conclusion de ça? 2-3 choses un peu critiques, si vous me le permettez. Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que c'était sorti il y a 4 mois, mais vous ne parlez pas d'Epstein, des dossiers Epstein. C'était avant le scandale, absolument. Et de tout ce que ça révèle, quand même. Oui. Sur l'existence de ces réseaux transnationaux. Madame Ariane de Rothschild a quand même fait 5000 mails avec Epstein. Oui. Et on découvre quand même que parmi les obligés d'Epstein, il y avait des gens comme Peter Mandelson, qui a été quand même commissaire européen, qui a joué un rôle tout à fait considérable dans la destruction de l'agriculture française. Il était commissaire, il a fait partie de ces commissaires européens qui ont troqué l'industrie du nord de l'Europe contre l'agriculture française. On s'aperçoit que Epstein était en contact avec des quantités de personnalités dans le monde entier. Donc ça donne quand même un certain crédit à l'idée d'un réseau transnational poussant cet agenda, justement, d'une société globalisée. Absolument. Mais en même temps, il était très lié à la Russie aussi. Et il est détesté par toute la droite israélienne et par Netanyahou. Donc il est un peu plus complexe. Je sais que ce n'est pas votre cas, mais certains complotistes l'ont réduit à une sorte de simple outil du Mossad. Je pense que c'est pire que ça. C'est plutôt un homme qui, grâce aux relations qu'il a avec toute la jet-set du monde entier, peut faire chanter tout le monde, mais surtout, il peut vendre ses services à n'importe quel service. Il peut dire aux Russes, aux Israéliens, aux Français, aux Anglais, voilà, moi, j'ai un tel avec 3 jeunes filles dans un hôtel, avec des trucs assez glauques et dégueulasses comme, soi-disant, Poutine aurait sur Trump. En fait, c'est du kompromatsia à la soviétique, mais globalisé. Et donc, je pense que cet homme a vendu ses services. C'est pour ça qu'il était longtemps intouchable et c'est pour ça qu'il est mort de manière très sophistiquée en prison. Comme meurent les gens qui ont touché un peu trop gros, il a dû vendre ses services à plusieurs services. Moi, je ne crois jamais de même que je n'aime pas ceux qui pensent qu'ils ont un seul livre, je ne pense pas qu'il y a une seule explication. C'est comme la médecine holistique, je pense qu'il y a souvent plusieurs paramètres. Et chez Epstein, s'il a travaillé pour des services, c'est plusieurs services, y compris contradictoires, parce que le Mossad, c'est pas trop les mêmes... c'est pas la même géopolitique que le KGB ou le SVR, etc. Alors, et puis, pour terminer, une petite frustration, c'est qu'à la fin, vous parlez de l'Europe et vous opposez
les tenants de l'Union européenne telle qu'elle se développe actuellement, donc une espèce de construction supranationale qui a échappé à son objectif d'origine pour devenir une espèce de préfiguration d'un monde globalisé, et vous opposez à ça le retour à une Europe des nations. Je n'ai pas vu dans votre document dans votre livre, l'idée que c'est le principe même de la construction européenne qui est peut-être touché à mort. Oui, alors en fait, je respecte votre point de vue, même si je ne suis pas frexiteur. Je pense que vous mériterez de plus pouvoir exprimer cette idée, parce peut-être qu'elle s'avérera juste, on ne sait pas. C'est pas la mienne mais si demain elle s'avère juste, je serai le premier à dire que vous aviez raison. Mais par contre, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est rappeler que De Gaulle, qui nous est cher à tous les deux géopolitiquement, avec le Fouché, son plan Fouché, avait prévu une autre Europe. Un seul exemple pour nos auditeurs, dans ce plan Fouché de Gaulle, il n'y avait pas de Commission européenne telle qu'aujourd'hui, il n'y avait pas le Parlement européen, il y avait en fait un endroit où les parlementaires de chaque pays, en tant que parlementaires de pays souverains, venaient siéger une fois par mois à Bruxelles, mais en tant que député français, député italien, c'était tout autre chose. Et cette Europe-là, moi, m'irait bien, mais elle a été empêchée, comme vous le savez, par le Benelux et par les petits pays. Et puis par les gens qui tiraient l'Italie et l'Allemagne ont été d'accord au début. Le fédérateur extérieur, qui ne serait pas européen. C'était la phrase préférée de Gaulle. Il disait « Ne voulant pas un fédérateur intérieur », parce qu'on est tous jaloux les uns des autres, les Européens n'ont trouvé qu'un fédérateur extérieur. Je suis tout à fait d'accord avec cette sa conférence de presse du 15 mai 62. Bon, merci, on a pris beaucoup de temps. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, enfin pas de plaisir, mais parce qu'il y a des moments quand même qui font un peu froid dans le dos, mais de l'intérêt à cet ouvrage d'Alexandre Delval, donc qui est sorti, Le Nouvel Ordre post-occidental. Merci d'être venu. Merci à vous. Et puis à bientôt peut-être. Un jour, si vous le souhaitez, vous pourriez peut-être venir à une de nos universités d'automne. Avec grand plaisir. Ça serait où on a eu des intervenants de grande qualité qui pourraient venir. Merci d'être venu. J'en serais ravi, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.